Vous l'avez interrompu à travers votre motion, une motion, mais dites-nous quels sont les mobiles qui ont prévalu à une telle motion. Mais je crois avoir expliqué. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, les questions liées à la sécurité de l'État sont très sensibles. Elles vont aller jusqu'à peut-être à la mise en interpellation de certains membres du gouvernement, pourquoi pas. Et donc, il faudra les aborder avec beaucoup de sérieux, beaucoup de sérénité, mais aussi beaucoup de profondeur. Mais la dynamique... Et en même temps, comme je l'ai dit, c'est le président de la République qui vous a saisi par écrit. Et par définition, le chef de l'État, il est le point de convergence de toutes les informations pertinentes sur la guerre. Parce qu'il est lui le commandant suprême des forces armées. Et donc, s'il a demandé, il a certainement un fondement, il a certainement une raison. Et nous, ce que nous avons demandé, que nous puissions nous déférer à la demande du chef de l'État, dans ce qu'on approfondisse toutes les problématiques avec les ministres concernés qui ne sont même pas dans la salle. Mais honorable, la dynamique opérationnelle sur terrain pose problème. Mais dites-moi, est-ce que le ministre de la Justice qui est dans la salle, il connaît les problèmes opérationnels? Est-ce que vous pensez que c'était les moments? Non, excusez-moi. C'était les moments favorables pour que... Est-ce que le ministre de la Justice connaît les questions opérationnelles de l'armée? Honorable, vous avez... Donc, vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas lui qui peut nous répondre? Mais vous avez... il faut interpeller le ministre de la Défense, c'est lui qui... Mais il y a une raciologie dans toute démarche. Ici, c'est une loi sur la prorogation de l'état de siège. Ben, le ministre compétent en la matière, c'est celui de la justice. Mais en même temps, s'il faut approfondir les questions liées à la guerre, c'est pas lui. Très bien. Merci beaucoup. Vous venez de proroger aujourd'hui l'état de siège pour la énième fois. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment une solution, la prorogation de l'état de siège, à l'allure où vont les choses? Absolument. C'est une solution, c'est l'une des solutions. C'est vrai que le pays est agressé, mais la mesure qui consiste à maintenir l'état de siège est une mesure constitutionnelle. C'est qu'en temps de guerre, on prend des mesures qui sont des mesures appropriées. Et on pense qu'il doit y avoir soit état de guerre, soit état de siège. Donc, ce sont des mesures qui sont constitutionnellement prévues. Alors, récemment, le chef de l'État, aussi on pourrait en parler, le chef de l'État était allé à Doha pour une solution. C'était une apparition très surprise. Vous étant que politique, comment avez-vous aperçu cette rencontre avec le président Paul Kagame? Je n'ai pas un avis particulier à émettre. Je sais seulement que le chef de l'État est engagé dans la voie de la recherche de la paix. Point barre. Et la démarche dont les prélats catholiques ont engagé, que pensez-vous de ces démarches? Ils sont allés rencontrer le président Francis Ngannou. Je pense que tout concourt à la paix pour notre pays. Seulement que l'on ne doit pas trahir non plus le pays à la recherche de la paix. Voilà. Et concernant votre province, récemment il y a eu un drame, tout récemment ici. Et concernant toujours des balnéaires, cette fois-ci ça fait au moins quelques morts. Vous étant que l'île de ces coins-là, que dites-vous par rapport à ces drames qui venaient de se passer récemment ici? Qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut seulement déplorer. Les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Tant que les baleinières seront là, tant que les baleinières ne seront pas remplacées par des embarcations confortables, il faut s'attendre aux accidents. Mais vous êtes un élu nocturne, quand il y aura des voyages nocturnes, il faut s'attendre aux accidents. Et puis, c'est des solutions sur lesquelles par rapport pallier à cette situation? Je ne veux plus m'étendre sur ça. Nous avons fait un véritable plaidoyer ici. Après, c'est au gouvernement d'exécuter. Nous attendons. Merci beaucoup. Proroger les deux provinces restent les provinces. Ce sont des provinces de la République, même si aujourd'hui, elles sont occupées par des mandats qui accompagnent mais c'est le meilleur. Et la procédure telle qu'elle a été constitutionnellement décidée pour ces deux provinces-là ne peut pas prendre automatiquement Fait fin par le fait de la
nous continuons à gérer. Ce sont les deux provinces de la République démocratique du Congo. On n'a pas de détails à donner sur ça. L'Assemblée nationale a ainsi décidé. Alors pour finir, Félix Tshisekedi, Paul Kagame, en face d'eux, l'émir du Qatar, mais les hostilités continuent toujours dans les deux provinces que vous venez de préciter. Un message contre vous adressé au Rwanda. Il n'y a pas de message. Vous savez quand même, quand moi-même j'étais ministre de l'Intérieur, pour ne pas le rappeler, j'ai eu à intervenir une fois à la suite de quelques incidents à Kinshasa. En principe, il n'y a pas de problème entre le peuple rwandais et le peuple congolais. Donc ces deux populations-là n'ont pas de problème pour qu'on en arrive là. Le problème, c'est Paul Kagame, le président de la République, avec sa clique des officiers militaires. Ce sont eux qui font ce qu'ils font par rapport à la République démocratique. Mais rappelez-vous que le président Félix Tshisekedi a dit, et continue à dire, que Nanga et les autres, le M23, ce sont des panthères. Et la réunion pour la rencontre de Doha vient effectivement devenir raison. Le chef de l'État qui a dit que lui ne peut parler qu'avec il vient de parler avec eux. Malheureusement, c'est le fait non observé. Oui, c'est un processus. C'est un processus parce que lorsque eux ils décident, il faut que sur le plan du concret, il faut qu'il y ait des officiers, il faut qu'il y ait des membres du gouvernement qui discutent dans le cadre de la sous-région pour qu'on voie concrètement comment ça peut. Mais les autres sont dans leur logique de pouvoir continuer. Et ça s'arrête quelque part, mon cher ami. Ils ne vont rien faire. Ces provinces restent les provinces de la République démocratique. Merci beaucoup. Pensez-vous que le chef de l'État s'en sortira vainqueur devant cette situation? Le Congo s'en sortira vainqueur. Merci. Certains projets qui n'ont pas figuré dans le texte qui a été partagé. Il était question de demander au président, en général au bureau, de quoi il en est. Pour ce qui me concernait personnellement, j'avais initié depuis le mois de septembre 2024 une loi sur le génocide congolais. Et cette loi ne se limitait pas à énumérer les faits constitutifs de ce génocide-là, et ça allait plus loin en réprimant l'exaltation et la contestation du génocide congolais. Parce que la perspective de la loi, c'est celle de sauvegarder la mémoire collective ici chez nous. Donc c'est dans ce sens-là que j'intervenais. J'ai compris que le travail se faisait au niveau du bureau parce qu'il a bel et bien précisé que le gouvernement congolais a été saisi de mon texte. Ils attendent leurs observations pour que le débat puisse intervenir finalement ici au sein de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on adopte ces calendriers ici. La situation de l'Est, vous venez également en tant que député national à voter la prolongation de l'état de siège pour la énième fois ici. Comment vous allez faire, d'autant plus que même la cause qui a été noble pour cette raison d'état de siège n'a pas donné de fruits jusqu'à nos jours. On quitte de mal au pire. Enfin, disons que nous pouvons peut-être faire œuvre utile en distinguant la question de la prorogation de l'état de siège de son efficacité elle-même. Il est vrai que l'état de siège a précédé plus ou moins la dégradation de la situation qu'on vit depuis le début de l'année, donc depuis le mois de janvier. Mais au stade où nous en sommes, nous avons eu à discuter longuement depuis le début de la législature sur le bien fondé de cette prorogation. Faut-il proroger ou pas? Alors, pour ceux qui spécialement se disaient que la prorogation était inutile, je pense qu'il est possible que nous nous soyons retrouvés dans une situation davantage difficile si par exemple on disait aux responsables militaires qui se trouvaient à Goma et peut-être aussi en Ituri, foutez les camps, quittez, il faut qu'on mette un civil là-bas. Donc c'était par précaution qu'on a toujours voté pour le maintien. Alors à ce stade, il se pose une question logique, c'est celle de se dire on l'a fait autant pour l'Ituri et le Nord Kivu. Mais le Sud Kivu est déjà affecté, il est déjà atteint. Si on doit être logique, on devrait appliquer le même régime auquel le Nord Kivu
et les tours y sont soumis, on devrait aussi l'appliquer au Sud Kivu. Et ça n'a rien de personnel contre les personnes qui dirigent la province du Sud Kivu, effectivement, mais en toute logique, il est probable qu'on puisse aboutir à ce genre-là de situation. Honorable, merci.